Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir, on parle lecture, mais pas lecture du Trône de Fer, parce que ce soir, on a lu Les Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro. Donc on va parler mythologie nordique, on va parler histoire d'amour. Et pour ce faire, je suis avec Namande. Bonsoir. Et avec Willa. Yoda. Yoda. J'ai dit Willa, mon Dieu, pardon. Oui, t'as dit oui là. Pardon Yoda, ça commence bien. Bonjour à toutes et tous. Yoda qui est en plus la plus grande fan de Jean-Laurent Del Socorro, elle ne pouvait pas ne pas être sur ce Twitch. Bah, en fait, ça va très bien avec Jean-Laurent Del Socorro qui avait dédicacé son dernier livre au mauvais prénom aux dernières imaginales. Donc voilà, C'est vrai. la boucle est bouclée. Non, bah du coup aux prochaines imaginales, il pourra te dédicacer Voilà. les amants du Ragnarok au bon prénom. Tout à fait. Exactement. Et donc du coup, vous le savez, on fait ce format club de lecture très régulièrement. Et du coup, on va lire ce mois-ci d'autres livres. Du coup, Namande, c'est quoi notre prochain livre? Le prochain livre, c'est le 15 mai. C'est Secret History de Donna Tartt, qui est un ancien roman puisque c'est paru en 93. Le titre français, c'est Le Maître des Illusions. Alors, on va suivre un jeune étudiant de Californie qui s'appelle Richard Papen et qui quitte justement sa Californie natale, ses parents avec qui ça se passe pas très bien. Donc, il est très très content d'aller dans cette université de Hampton et il veut rejoindre une classe, celle de Julian Moreau, un professeur esthète et capricieux qui enseigne les lettres classiques à 5 étudiants qui ont l'air très liés, qui sont un peu en vase clos, dont le mot d'ordre c'est un peu tout ce qui va être secret, etc. Et donc contre l'avis de ses autres professeurs, il va tenter de s'introduire dans ce groupe de jeunes gens un peu marginaux, sur lesquels courent énormément de rumeurs, et il est loin d'imaginer ce que lui coûtera sa curiosité. Voilà, donc on est un peu dans une ambiance détective, thriller, polar, tout ça. Et ça, donc c'est le 15 mai avec Lilou. Pif, ça sera son premier à Pif. Ouais, c'est son tout premier. Oui. Et John. Voilà. Trop bien. Ça a pas l'air mal quand même. Ouais, ça a l'air super chouette. Et du coup, qu'est-ce qu'on lit ensuite, Yoda? Le prochain, ça sera le 20 mai et c'est L'impératrice du sel et de la fortune de Guy Vaux. J'espère que je prononce bien son nom. Et donc l'impératrice du sel et de la fortune, c'est l'histoire d'une personne qui arrive dans une maison qu'elle pense un petit peu à pas abandonner, mais enfin dans lequel elle s'attend pas à trouver quelqu'un. Et en fait, elle y retrouve l'ancienne servante d'une impératrice qui a vécu là. Et elle va peu à peu en fait, la servante va raconter pardon à cette personne qui vient dans cette maison en fait ce qui s'est réellement passé, l'histoire de cette impératrice qui avait été exilée dans cette maison et en fait comment elle a fait pour en arriver là, son mariage, sa famille, les choses comme ça. Et tout ça d'une façon un petit peu originale et sous la forme d'une grosse novella, donc un livre qui n'a pas trop de pages. Comme ça, si vous voulez le lire pour pouvoir nous rejoindre pour ce manuscrit des Maîtres Raymond, vous avez largement le temps de le lire parce que ça sera le 20 mai. Donc 20 mai quand même, 15 jours pour lire 150 pages, vous pouvez le faire et vous pourrez du coup retrouver Nympha, Willa et John qui a un bon mois de mai quand même. Aussi. On a tous un mois de mai bien chargé. Ouais. Mais voilà, du coup pour parler de l'impératrice du sel et de la fortune,
Voilà, un livre qui est publié chez La Talente. Cool. Oui, il a l'air vraiment très chouette à lire. Le résumé, ça m'a donné vraiment envie de le lire. Eh ben, tu pourras nous écouter et nous partager ton avis aussi. Oui, Ouais, celui-là me donne aussi envie de savoir qu'il est court, c'est pas mal. Ouais, oui. Des fois, ça fait du bien. Ouais. c'est ça. Et sinon, moi, j'avais une petite recommandation pour vous avec Yellowface de Rebecca F. Kwan. Alors, il y a quelques temps, ça fait déjà quasiment 2 ans, on avait parlé de Babel de la même autrice. Là, ça n'a rien à voir. Babel, c'est de la Dark Academy. Bon, moi, j'avais beaucoup aimé. Là, on est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus contemporain. En fait, on suit une autrice américaine, blanche, qui sort d'une fac type Harvard, donc, et qui vit de son écriture, mais qui vivote de son écriture. Et sa meilleure copine, elle, par contre, c'est une autrice de best-seller. Et c'est important dans l'histoire, mais sa meilleure amie est d'origine chinoise. Et en fait, un beau jour, sa meilleure amie va décéder dans des circonstances un peu bizarres, mais pas trop. Et l'autrice va piquer le dernier manuscrit de sa copine et le faire passer pour le sien. Et on va du coup suivre les aventures de cette autrice qui s'approprie un manuscrit. Et donc le récit est à la première personne, donc du coup c'est assez marrant parce que elle s'auto-justifie. Et en fait on nous amène un peu dans les coulisses de l'édition américaine, de comment se fait un best-seller, c'est très caustique, très satirique sur notamment la diversité, tout ça, machin, comment les auteurs blancs américains, les éditeurs blancs américains essayent de se faire une belle conscience avec des textes écrits par des auteurs issus de la diversité, mais n'y croient pas forcément, tout ça. Il y a aussi plein de trucs autour de la culture Twitter qui sont assez fun à suivre. Et vraiment, le livre est... Enfin, du coup, c'est vraiment un énorme miroir grossissant, très drôle, c'est un peu méchant aussi par moments, mais ça... Enfin, c'est vraiment hyper cool à lire, quoi. C'est un exercice de style assez intéressant. Ça donne bien envie, mais je me demande, c'est pas Shrody qu'on avait parlé aussi. Shrody en avait déjà parlé, oui. Shrody avait beaucoup aimé. Ouais, aussi. Ouais. Il me semble. Ouais. Voilà. Mais c'est bien, à force de faire des recos, il y en a qui restent. Il y a ça, il y a Red Rising. Bon, il y en a plein. Hein. Les recos habituels du forum de la garde de nuit, déjà, on en retrouve. Hein. D'ailleurs, évidemment, n'hésitez pas à venir discuter sur le forum de la garde de nuit de toutes vos dernières lectures avec nous. Et comme ça, on peut découvrir plein de nouveaux titres et on est toujours content. Oui. Hop. Et du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, on parle des Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro. Alors, qui veut raconter le livre? Yodan, Amande, qui nous fait le pitch? Pas très bonne en général en pitch. Mais je dirais que c'est une histoire d'amour. On suit plusieurs histoires d'amour, et notamment celle d'une skalde qui s'appelle Jorun, qui essaye de retrouver son amante décédée sur le champ de bataille. Donc elle veut la retrouver au Valhalla. Oui, d'ailleurs j'étais surprise que ça soit écrit Valhalla et pas Valhalla. Oui. Mais bon. On va suivre aussi Jarn, je le dis mal, Jarn Saxa, qui est l'amante de Thor et qui veut empêcher son amour de mourir, puisque Thor a rêvé de sa mort. Et on va suivre effectivement aussi l'amante de Jorun, donc Hervor. Pour moi, c'est une belle histoire d'amour autour du Ragnarok, puisque bah oui, il fallait ça en plus qui pèse sur les épaules de nos personnages.
Je pense que c'est à peu près. Ouais, hein, je pense que c'est C'est très très bien. Merci. tout à fait. On a les tenants, les aboutissants. Et alors, du coup, on a aimé Yoda. Ton avis Oui, rapide. Tu as aimé. j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur. Mais je reviendrai plus tard sur pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était des histoires, deux très belles histoires qui se liaient les unes aux autres. J'aime énormément. C'est vraiment moi, une thématique qui me plaît beaucoup. En fait, c'est ces histoires de monde, d'histoires qui se passent à des moments où l'histoire bascule en fait, et c'est exactement le cas là dans ce livre-là, puisque il y a le Ragnarok qui arrive, donc on sait que quelque chose va se passer. C'est aussi un moment où le monde humain, enfin le monde humain, enfin la Terre, quoi, et elle aussi sur un instant de bascule, puisque il y a une espèce de changement de religion qui se passe à cette époque-là, un petit peu. C'est vraiment des thématiques qui me parlent beaucoup. J'aime énormément ces histoires de monde au bord d'une bascule et de suivre en fait cette bascule, ce changement, ces choses comme ça. C'est en plus lié à de très belles thématiques. Vraiment, j'ai été très touchée par les thématiques. L'écriture fonctionne toujours assez bien pour moi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup plu. Cool. Et toi, Namande? Bah, ça m'a beaucoup plu aussi. En plus, la mythologie nordique, je l'avais très vaguement survolée à la fac et j'avais bien aimé. Donc je pense qu'il y a pas mal de rêves que je n'ai pas et qui seraient intéressantes à creuser, qui donnent envie de creuser. Donc c'est une belle entrée dans la matière pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la mythologie nordique. On a plus l'habitude de la mythologie grecque. Comme le disait Yoda, il y a de très belles thématiques. Moi, je trouve que ce livre, c'est une ode à l'amour. Franchement, l'écriture, elle est tellement belle, tellement bouleversante. On parle aussi de deuil. Enfin, j'étais moins happée par l'histoire et le côté monde qui bascule comme Yoda, et plus happée par le côté sentiment. Qu'est-ce qu'on dégage, comment on ressent l'amour, comment on ressent le deuil, comment on le vit, qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, je trouve que la plume, elle est maîtrisée. Ce livre m'a fait ressentir des choses plus que l'histoire. Enfin, l'histoire, vraiment, pour moi, c'était secondaire. C'était les sentiments que j'ai eus avec ce livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et toi, Nympha? Eh bien, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Comme toi, Namande, en fait, c'est surtout les sentiments qui m'ont vraiment pas mal bouleversée. En fait, c'est un livre qui est quand même qui est vraiment fondamentalement triste. En fait, c'est un livre, Ouais. c'est un livre sur le deuil. Ouais. C'est certes un livre, une histoire d'amour, mais c'est une histoire surtout sur la façon dont on se reconstruit et dont on accepte la mort de l'être aimé. Et c'est dur, quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait, déjà, on arrive extrêmement bien à se mettre à la place des personnages. Du coup, c'est très pesant parce que c'est pas trop une situation dans laquelle on a envie d'être. Mais c'est aussi magnifique et c'est très très bien écrit. Je pense que pour moi, c'est probablement le livre de Jean-Laurent Del Socorro que j'ai lu qui est le mieux écrit. Là, j'avais vraiment envie de surligner plein de phrases. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait vraiment des punchlines, mais dingue, quoi. C'était magnifique. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après, contrairement à toi, Namande, moi vraiment, je n'ai absolument aucune appétence pour la mythologie nordique. C'est-à-dire que vraiment, alors autant j'aime bien la mythologie grecque, j'aime bien, je sais pas, les légendes arthuriennes et tout. Mais je crois que c'est parce que c'est un petit côté un peu gossip, tu vois. Genre, t'as des histoires de couple et tout. La mythologie nordique, dans mon esprit, qui est peut-être très, très, très biaisée, parce qu'au final, j'en ai pas non plus consommé des tonnes, à part Marvel et autres séries télé, genre Ragnarok, la série sur Netflix, une
une teen série norvégienne. Elle était aux petits oignons, cette série. Oui. Oui. Mais bon, donc ma vision de la mythologie nordique est assez biaisée, mais du coup, dans mon esprit, c'est quand même une mythologie qui est ultra bourrine, qui est quand même un truc un peu de bonhomme qui. Enfin, je sais pas, leur kiff, c'est. Leur gros truc, c'est le Valhalla avec des meufs à moitié nues qui amènent les guerriers pour qu'ils aillent boire et se murger jusqu'à la fin du monde. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Enfin, voilà. Donc, de base, la mythologie nordique, c'est pas mon kiff. Et là, j'ai trouvé qu'il arrivait à y introduire beaucoup de sentiments et de beauté, de poésie qui n'est. Dans mon esprit, ça marche pas au sens, tu vois, genre Thor, c'est le marteau, quoi. Si je peux me permettre une petite aparté, parce que tu vois, je connais pas grand chose à la mythologie nordique, mais le texte qu'on avait étudié, en fait, pour le contexte, à la fac, j'ai suivi un cours sur tout ce qui était mythologie, mais aussi religion pendant un semestre. Et ce qui était intéressant à étudier, c'était comment plusieurs religions et mythologies parlent de la même chose. Typiquement, le déluge qui apparaît dans plusieurs mythologies, religions, etc. Et il y avait aussi la création de l'homme et de la femme. Et qu'est-ce que ça veut dire sur la société dans laquelle on vit? Typiquement, il y avait je crois que c'était en Mésopotamie, très 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 lointaine, ça disait que le dieu avait créé plein de créatures, et 2 créatures malfaisantes, le moustique et la femme. À l'inverse, dans la mythologie nordique, de ce que j'avais retenu, l'homme et la femme sont créés en même temps. Donc, contrairement à la chrétienté où c'est d'abord l'homme puis la femme, c'est en même temps. Et du même arbre le frêne. Et donc, le côté vraiment très égalitaire que tu retrouvais aussi dans la société, avec les femmes qui pouvaient justement faire la guerre, être à des positions. Et moi, c'est ça qui m'avait vraiment marqué et attiré dans cette mythologie que j'ai pas forcément creusé plus que ça. Mais c'était le côté, bah ouais, en fait, elle est féministe, quoi. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que la pop culture, on a beaucoup ressorti les guerriers et beaucoup moins les guerrières. Et quand ils nous ressortent les guerrières, c'est toujours des guerrières à moitié nues. Donc déjà, tu vois, le lien ne se fait pas entre nous. Et quand bien même, en fait, même s'il y a des guerrières, ça reste des guerrières. Enfin, vraiment, pour moi, ça reste bourrin, quoi, comme truc. Vraiment, c'est la guerre au cœur du sujet, quoi. Et comme je disais, moi je kiffe la mythologie grecque, mais pour les côtés ultra gossip. Là, alors certes, on a Loki qui a des daddy issues, mais à part Loki et ses daddy issues, c'est moins. Enfin voilà. Bref. C'est moins gossip, c'est vrai, la mythologie nordique. Ça va. C'est plus rugueux, quoi. C'est plus nordique. Ouais. Enfin, après, encore une fois, c'est une image qui m'a été renvoyée par la pop culture. Donc, j'ai jamais vraiment creusé, mais j'ai jamais eu envie de creuser non plus. Enfin, parce que l'image qu'on m'en renvoie, c'est aussi, je sais pas, God of War, le jeu vidéo, c'est des trucs, c'est Thor avec son gros marteau qui balance les trucs avec son gros bras. Enfin, c'est des visuels que la pop culture m'a renvoyés, qui m'ont pas donné envie de creuser. H. Baratheon sur le chat d'IA, la vision. Et oui, effectivement, hein, je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de poésie dans la chose, dans la vraie vie, hein, mais quand même, je pense qu'il faut il faut le chercher pour le voir, parce que ce que t'en renvoie la pop culture, ça reste un truc ultra bourrin, quoi. Vraiment, c'est quand même un truc où t'as des gros mecs avec des gros muscles qui se tapent dessus, quoi. Et éventuellement, des meufs badass qui tapent aussi sur des mecs. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on étudie beaucoup moins que la mythologie grecque. Oui. Et que du coup, forcément, on en retient que ce qu'on voit dans la culture plutôt que d'un point de vue plus littéraire, universitaire, plutôt, quoi, voilà. Avant la fac et ce cours qui était complètement facultatif, moi j'avais la même image que Nympha. Hein. Donc bon. Oh ouais, je pense que. Voilà, c'était la petite aparté.
Voilà, c'était l'aparté mythologie nordique. Et donc, du coup, non, parce que c'est quand même intéressant par rapport à notre vision du bouquin aussi et la façon dont on a pris le bouquin, parce que forcément, on part avec nos biais et nos connaissances aussi. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'on apporte énormément de douceur dans le tout. Et au final, ce sont des héros. C'est pas justement des héros guerriers qui sont les héros ici. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous voyez un point fort du bouquin? Clairement, ces grosses thématiques, en fait, pour moi. Sa thématique de l'amour, sa thématique du deuil, sa thématique de comment on peut continuer à avancer après un deuil. Il y a énormément d'amour dans ce livre, vraiment, quoi. J'ai été touchée, vraiment énormément touchée. J'ai l'impression qu'il y a mis beaucoup de lui-même dans son livre, et vraiment, pour moi, ça se sent vraiment, quoi. C'est très beau, c'est inspirant, presque inspirant, en fait. C'est tout à dire, quand même. Mais les personnages entre eux, en plus, se soutiennent. De l'amour, mais pas que de l'amour, entre deux personnes adultes. Il y a aussi de l'amour familial aussi. Vois. Il y a aussi pas mal de thématiques sur le pardon, sur la famille, sur bref, vraiment énormément de thèmes qui tous sont très très bien traités. C'était vraiment très beau. Voilà. Ouais, les thèmes, effectivement, c'est un gros point fort, et la plume, la façon dont c'est traité, ne serait-ce que dès la première phrase, t'es happé. J'essaye de la retrouver, mais oui. c'était... mais en fait, c'est plein de petites phrases comme ça tout le long. Mais oui, comme dit Nympha, j'ai eu envie de tout surligner, en fait. Ça commence par l'amour sur vie. Ouais. Voilà, direct, voilà, je plouf. Allez. Non, et ça mais colle en fait, extrêmement c'est bien. tout le long. Ouais, pour moi aussi, le gros point fort, ça a été ça. Ça a été la plume, j'ai trouvé. Mais vraiment des phrases qui m'ont touchée en plein cœur, quoi. Pourtant, c'est assez rare que j'ai envie de noter des citations, mais là, vraiment, il y en avait tout le temps. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très beau. Et je pense, comme toi, Yoda, qu'il y a énormément c'est très personnel pour lui, et ça se sent, quoi. Ça touche d'autant plus que ça fait pas forcer, en fait. Ça fait vraiment naturel. C'est des phrases qui sont belles, des réflexions qui sont très touchantes, mais qui sont jamais dans le pathos, qui sont jamais tire-larme. C'est tout doux, et pourtant c'est des thématiques autour du deuil qui sont très difficiles. Mais on n'est jamais dans un truc performatif. On est vraiment toujours dans une vraie sincérité, et c'était très très, c'était beau, quoi. Ça fait aussi un peu, ça peut faire écho à des choses qu'on aurait vécues en termes de deuil, pas forcément de deuil amoureux, mais filial, sororal, et ça nous parle, en fait. Ça nous parle parce qu'effectivement, on sent que c'est quelque chose que lui aussi a vécu, et qu'il a mis ça dans son récit, en fait. C'est, comme vous dites, c'est d'autant plus touchant. Je pense que en fait, on peut tous s'y retrouver, parce qu'on a, de toute façon, malheureusement, je pense, tous vécu des deuils. Clairement. Ou en tout cas, si on n'en a pas vécu, on a été amoureux, et je pense que si vous êtes comme moi, vous avez pu imaginer le pire des fois. C'est ça, et en plus, on a aussi un personnage qui ne vit pas un deuil, mais justement essaye d'en empêcher un, en essayant de tout faire pour sauver la personne qu'elle aime, qui a vu sa mort.
Et là aussi, du coup, quand bien même on n'aurait pas vécu le deuil, en tout cas, on sait très bien se mettre à la place de cette personne qui veut tout faire pour que l'être aimé ne meure pas, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. La peur de la mort est aussi quelque chose qu'on peut vivre aussi au quotidien, quoi. C'est C'est pareil, ça. même sans l'avoir vécu, juste avoir peur de perdre. Voilà. Et ça montre aussi ce personnage aussi, la façon dont bah, il y a l'espoir d'empêcher la mort, mais il y a aussi, je trouve le fait qu'il faut quand même continuer, avancer, vivre, essayer d'empêcher cette mort, mais en attendant, il y a aussi peut-être cette thématique sur le destin, des choses comme ça, qui fonctionne très bien, quoi. C'est Oui, puis vraiment, je pense que j'ai surligné beaucoup de passages. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. oui, puis en plus, c'est pas. Là aussi, c'est pareil, il y a toute la thématique autour du destin. Ça aurait pu être en mode regardez, on a une prophétie, machin. Allez, c'est un truc autoréalisateur et tout. Enfin, on est quand même dans un bouquin de fantasy avec de la mythologie. On est quand même dans des trucs qui pourraient très vite passer pour très très bateau. Et pas du tout. Là, on part vraiment dans quelque chose de beaucoup plus. Beaucoup plus sensible, de beaucoup plus. Ouais, beaucoup. Oui. Mais c'est bien souvent plus symbolique que vraiment. C'est ça. Donc ouais, non, clairement un très joli roman. Et si vous avez quand même un point faible à dégager, si vous voulez, je commence. Parce que le mien est Allez, vas-y. C'est un point faible très, très neuneux, mais je n'aime pas le titre du roman. On a C'est un pour ça que truc entre c'est les titres en ce moment. Non, c'est vrai, Parce que c'est exactement la réflexion qu'on a fait sur le livre de la semaine dernière sur le même Ah oui. qu'on n'aimait pas le titre non plus. C'est quoi la semaine dernière? La rose et le C'était serpent. La rose et le serpent. Ah. Et on n'avait pas aimé le titre non plus. Voilà. Mais là vraiment, les amants du Ragnarok, je trouve que ça fait très, ça fait vraiment roman de gare, quoi. Ça serait pas Jean-Laurent Del Socorro, j'aurais pas envie de le lire, quoi. Enfin, vraiment, tu me sors les amants du Ragnarok, je visualise Thor version Chris Hemsworth avec Nathalie Portman et des histoires de drama amoureux, machin. Enfin non, vraiment vraiment je n'y vois aucune poésie, aucune subtilité. Enfin, vraiment toute la beauté du livre ça va pas du tout avec ce titre En plus, mais je suis totalement d'accord. Ouais. Oui, et quand on en parle, je crois qu'on en avait déjà parlé de ce roman, parce qu'on parle entre nous de quel MMA on va faire, quel titre, on propose différents titres, on vote. Je crois que j'avais même pas vu au début que c'était celui de Jean-Laurent Del Socorro, et j'avais dit « Oh, les amants de Ragnarok, oh non, m'intéresse pas ». Et après, quand j'ai appris de qui c'était, je fais « Oui, moi, prenez-moi, moi, je suis volontaire ». Mais non, que ce soit le titre ou même la couverture, elle est très bien réalisée, mais ça m'appelle pas plus, ça m'attire pas plus que ça. C'est ça, ouais, pareil. Ouais, pareil, la couverture, à la limite, la couverture, bon, c'est plus une question, les goûts, les couleurs. Moi, j'aime pas du tout les couvertures avec des gens dessus, donc bon, voilà. Ouais, en général, les trucs figuratifs, j'aime pas. Pour le coup. Mais donc, du coup, mécaniquement, bon, voilà, la couverture ne m'a pas trop parlé. Mais bon, pourquoi pas. Mais vraiment, non, c'est le titre. Je trouve que le titre fait vraiment roman de gare et je trouve qu'il ne fait pas honneur au livre. Voilà. C'était donc mon point faible. Du coup, ton point faible. Comme point faible, ça va. Oui. Ça va. Moi, j'en ai un de points faibles. Alors, pour le coup, c'est vraiment très, très personnel et je pense que ça va pas du tout être très d'accord. C'est que j'aime pas du tout, c'est vraiment de moi, quand un texte inclut de la poésie, du théâtre ou des trucs comme ça à l'intérieur. C'est vraiment un truc que moi, j'aime pas, en fait. Voilà. Ah, les chansons, mais moi, c'est pareil. En fait, les chansons, les trucs comme ça. Et alors, évidemment, là, ça en est plein, puisque bon, c'est quand même
une espèce de barde en fait à une des deux héroïnes, donc souvent elle chante, et c'est même, enfin c'est son point fort, donc elle chante beaucoup, elle raconte beaucoup d'histoires, enfin tout le temps. Euh, et, et moi j'aime pas ça en fait. J'ai vraiment tendance quand je vois un truc en italique qui en plus dure plus de lignes, ploup, je saute quoi, tu vois. Donc voilà. Si les gens aiment les inclusions de poésie, d'histoire, de chansons, ils vont se régaler. Moi, j'aime pas. Voilà. Donc, Ouais, moi, J'aime pas non plus. c'est Mais pareil, j'aime pas trop si, ça. au moins, entre euh, guillemets, j'ai envie de te dire que c'est justifié. Oui. c'est totalement justifié hein, pour le coup. Là, c'est dans l'histoire. Enfin, vraiment, elle chante pour faire avancer l'histoire. Enfin, c'est même totalement indispensable. Oui. Donc, Oui. je comprends vraiment pourquoi il y en a. C'est juste moi qui aime pas, quoi. Voilà. En Ah fait, ouais, moi, je suis moi, d'accord. ça me frustre parce que j'ai envie d'avoir une mélodie. C'est-à-dire que pour moi, lire un texte qui est censé être une chanson, mais pas avoir la mélodie qui va avec, bah, du coup, je suis complètement buggée et ça m'agace. Et effectivement, moi, ça me fait pareil sur à peu près tous les livres. Genre, tu me mets Le Seigneur des Anneaux, ça me frustre énormément. Le Seigneur des Anneaux, je passe tous les chants parce que juste, voilà quoi. Bon, déjà, c'est très très long. Mais ouais, non, Non, mais Ceux-là sont plus digestes hein, quand même que Le Seigneur des Anneaux, de très très loin. Ah, c- ouais, ouais, ceux-là sont courts, sont justifiables, et le seul truc qui est un peu frustrant pour moi, c'est de pas forcément toujours les comprendre, mais parce que c'est des citations de Lédard, hein, si je dis pas de bêtises, et Ouais. d'autres. Donc c'est normal, c'est on va dire l'ancien parler, quoi. Mais voilà, c'est ça qui moi m'a perturbée, c'est d'avoir des difficultés à le comprendre et à savoir ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. En plus de pas aimer quand il y a des chansons ou des trucs comme ça dans les livres. Il y a Lilou qui dit ouais mais tu vois typiquement dans les Hunger Games j'entends la musique. Alors moi perso j'entends la musique parce que juste j'ai vu les films et que du coup je les ai entendus pour de vrai. Et justement du coup j'aime bien dans Hunger Games quand ils refont le Hanging Tree et compagnie parce que juste j'ai une mélodie. Mais quand j'ai pas de mélodie j'aime pas. Donc éventuellement si jamais vous voulez mettre en musique les chansons des Amants du Ragnarok, peut-être je me mettrai à les aimer. En plus, tous ces trucs de poésie, j'ai tendance, alors c'est pareil aussi, à essayer de les lire dans ma tête d'une façon très mélodramatique. C'est ridicule. Voilà. Donc, Moi, si je dois rajouter un point faible, mais qui ira dans la partie spoil, c'est qu'à un moment donné, je ne comprends pas la réaction d'un des personnages que je trouve excessive. Donc je peux pas trop en dire, parce que mais- c'est du spoil, mais retenez ça. D'accord. Ça m'a un peu frustrée. Voilà. Mm. Parce que vous avez déjà cité deux autres avec lesquels je suis d'accord. On voit que c'est des petits points faibles quand même. Hein. Ouais, Mais c'est des petits. on est quand même plutôt sur des gros points forts par rapport. C'est juste tellement bien écrit. Enfin, Mm. ça remue en fait. Mm. T'as envie de dire, va pas chez le psy, tiens, je t'offre ce livre. Hein. Ouais. Après, tu peux quand même aller chez le psy. Hein. Tu peux. Mais s'il y en a qui sont réfractaires, tiens, lis ce livre. Mais ouais, non, il est très très beau. Même si du coup, je pense qu'il faut pas le lire. Non, enfin, il faut pas le lire à n'importe quel moment. Si t'es pas dans un bon mood, c'est pesant quand même. Hein. Moi, il y a deux, trois soirs où j'étais. Oh, je suis pas bien quand même à la fin de Ah ma ouais. lecture. Ah ouais, et je pense qu'il faut, il faut être dans un bon mindset. Ah, peut-être. J'ai trouvé ça tellement beau que ça m'a jamais pesé. En fait. Mais peut-être que j'étais dans le bon mindset. Ouais. Ouais, peut-être que j'étais particulièrement émotionnelle, je ne sais pas. Ça arrive. Est-ce qu'on a encore des trucs sans spoil à dire?
je sais pas trop. Pas sûr. Je dirais quand même, si quand même il y a un truc qui est chouette, c'est que les personnages sont quand même très très bien écrits aussi. Parce qu'on a parlé des thématiques et de la belle plume, mais derrière il y a quand même aussi des personnages qui sont très réalistes et très humains, quoi. Et même des personnages de dieu restent humains. Oui. Ah bah oui, ils sont pleins de faiblesses. Si je pense à quelque chose, je sais pas si ça vous a marqué. Le féminin est souvent avant le masculin. Guerrière et guerrier. Moi, j'ai bien aimé. Moi, Ouais. j'ai pas trop fait gaffe. Je pense que c'est quelque chose qui fait pas mal depuis déjà son livre d'avant où il avait beaucoup genré au féminin aussi, celui sur... J'ai perdu son titre du livre C'est quoi, Morgane? de Morgane, oui, qui était beaucoup genré au féminin. Et là, il continue. Enfin, ça fait quelques livres en fait qui fait beaucoup cette démarche en fait aussi de. Oui, même sur Vainqueuse, il s'était pris beaucoup de Oui. levées de bouclier sur le titre. Parce que Mhm. apparemment, les tenants de l'Académie française n'aimaient pas le terme de vainqueuse. Et il s'était battu pour son titre. Mais effectivement, Ah ouais. et puis de manière générale, Jean Dessecours écrit très 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 bien les personnages féminins voilà, je pense que j'ai pas lu un seul de ces romans où il n'y a pas des personnages féminins forts et hyper bien écrits, quoi. Je suis assez d'accord. Bah, j'en ai lu que 2. Donc, faut lire les autres. j'en ai un dans ma bibliothèque qui m'attend. Boudica. Bah, pour le coup, t'as du personnage féminin. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on passe du coup à la partie avec spoil? Moi, ça me va. Allez. Ah, C'est parti. Mais du coup, si jamais vous nous avez suivis jusqu'ici et que vous ne voulez pas être spoilé, eh bien, n'hésitez pas à venir voir le replay une fois que vous aurez lu le livre, parce que vraiment, on vous le recommande. Il vaut le coup d'être lu. Donc, allez le lire et ensuite, venez écouter la suite de cette discussion. Et oui. puis, on vous souhaite à tous une bonne soirée si vous nous laissez. Bisous à Lille sur Bonne le soirée chat. aux gens qui partent. Et maintenant qu'on est entre nous, entre gens qui sont OK pour se faire spoiler. Alors du coup, vas-y, commence. D'Amande. Alors c'était quoi cette histoire de personnages et de réactions Et je comprends pas la colère de Jorun contre Loki. Elle se vénère contre lui d'un coup. Je comprends vraiment pas son délire. Ce sentiment-là, je vois pas d'où il vient. Enfin, je sais pas si vous l'avez compris. Moi, c'était incompréhensible. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle était jalouse de lui, en fait, dans le sens quel sale enfant gâté qui est tout le temps en train de se plaindre, alors que moi, je viens de perdre l'amour de ma vie et je vais pas bien. Et lui, il est tout le temps en train de se plaindre et du coup, elle ne supportait pas qu'il se plaigne et ça la vénère. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Moi, j'avais pas l'impression que c'était parce qu'il se plaignait, parce que j'ai pas l'impression qu'il se plaint beaucoup. Mais c'était en fait juste le fait qu'il soit vivant, en fait, ça l'embête. Enfin, c'est un peu. Ouais, puis il y avait une histoire de, vous faites la guerre ou je sais pas quoi, alors que, vous devriez vous aimer en fait. Mais bon, oui, mais ils ont eu des soucis. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment pas. C'est en plus, c'est un peu hermétique que ce moment-là, en fait, on l'a du point de vue de Yarn Saxa et pas d'elle, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on on comprend pas trop, en effet. Et en plus, ça vient un peu de nulle, enfin pas de nulle part, mais d'un seul coup. Et puis bon, ok. C'est pas très important pour le récit, je trouve. Et je sais pas, moi je trouve que ça a aussi cette espèce de côté intéressant du fait que avec le deuil, t'as une colère qui vient
et des colères qui sont parfois un peu mal dirigées aussi. Mais parce que juste, tu Oui, sais pas, t'as tellement un trop plein d'émotions que bah, du coup, les personnes autour, parfois, elles s'en prennent une et c'est pas forcément justifié, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Mais voilà, bah, elles ont le malheur d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment. Elles ont le malheur d'être vivantes alors que la personne que tu voudrais vivre mhm. vivante ne l'est plus et qu'elle est que tu la trouves objectivement vachement mieux que celle que tu as en face de toi, donc tu t'énerves. Ouais, mais je suis d'accord, hein, j'y ai pensé aussi à la phase un peu colère qui est liée au deuil, Mm. mais pour autant, je l'ai pas compris. Ouais. Bah, Enfin, c'est que enfin, c'est pas que c'est un peu bébête, enfin, mais c'est que en plus de ça, enfin, elle le sait qu'ils vont aller libérer Loki de sa Mm. prison pour leur mission. Donc de base, c'est quelque chose que c'est pas une surprise qu'ils vont aller chercher Loki. Voilà, Mm. donc elle doit bien s'attendre à ce qu'en effet il soit vivant. Oui, désolé, il est vivant, oui, puisque tu vas le libérer, donc et vaut mieux puis qu'il soit vivant. tu vois pourquoi lui spécialement, ça donne presque l'impression que côté humain, ils ont eu des récits sur Loki qui font qu'il est complètement détestable. Mais Bah, sans c'est jamais un qu'on te le dise. On te le dit pas, mais enfin, en vrai, effectivement, Loki, c'est quand même le dieu de la malice. Oui. C'est celui qui a tué beaucoup de gens. Il a pas, a priori pas tué que Balder, le frère de Thor. Il est responsable de beaucoup de beaucoup de morts par ses machinations. Donc, elle qui en plus est scalde, donc Chante. chante tous ces Mm. récits-là dans lesquels Loki a pas forcément le beau rôle a priori. Bah oui. Mais Mmh. voilà, c'est un point faible pour moi, Mm. c'est que je l'ai trouvé pas forcément si. Enfin, c'est compréhensible, mais peut-être mal amené. Mm. Oui, c'est vrai que ça, Moi, avec juste je un pense peu que plus ça de aurait pu être, contexte, ça aurait pu être plus naturel, ouais. C'est ça. Mm. ouais, parce que ce passage aurait peut-être mérité un point de vue d'elle, quoi, Mm. de Yorun. Là, tu dis Yorun. Oui. Oui. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas, moi je dis Jorun, mais en fait, Jorun. c'est peut-être J'en sais Yorun. rien en fait. Je me Je suis sais dit pas. Yorun dans ma tête tout le long, du coup je suis restée sur ça. Mais je suis trop partie sur le J-I, enfin le J-I, Mm. donc. Mais si ça se trouve, c'est absolument pas ça. Je pense qu'on peut dire un peu comme on veut, hein. Oui. Oui. Personne ne nous en voudra, tous ces gens C'est sont ça. morts. Moi, je crois que je dis Jorun aussi. Arrêtez alors. Donc voilà, c'est mon C'était ton point petit gros faible. point faible. Mm. Oui. Je crois que c'est pas trop un gros point, un énorme point faible non plus, ça va. Non. C'était qui vos personnages préférés? Je veux dire, là. Si vous avez des personnages préférés. Alors, en tant que bon vieux cliché de moi-même, comme j'aime beaucoup les petits animaux mignons, Bah oui, c'était Ratatas. Ratatas. J'ai trop aimé Ratatas il mettait tellement de la bonne humeur et du fluff dans tout ça. Il était si choupi, il était tellement Oui. gentil, il était tellement enthousiaste C'est adorable. et il était trop mignon. Il était tellement plein d'espoir et d'enthousiasme. Ça m'a fait du bien au milieu de toute cette détresse. Il était si mignon. Je suis bien d'accord. Ouais, non, Et j'ai bien il aimé m'a qu'il rendu soit heureuse. vraiment un personnage à part entière en plus, pas juste un petit animal mignon qu'on se trimballe. Mm. Enfin, il avait quand même toute une histoire aussi, et genre, lui aussi avait une histoire de deuil quand même à porter Mais en même oui. temps. Oui, Voilà, nichon. c'était très joli. Mm. Bah, tu vois, tu parles de ça et du deuil rapporté. Une des phrases que j'ai surlignées, parce que c'est la seule qui est restée surlignée, les autres n'ont pas marché.
C'est quand justement il partage son deuil, enfin son histoire, et que Yoru nous répond: «Les deuils ne se comparent pas, ils se partagent». Mm. Tout à fait. C'était beau. C'était beau, ouais. Celle-là C'est aussi, je tellement l'ai vrai. Ouais, signalée. elle était belle. Ouais. Bah oui. Mais Et toi, oui. Yoda, du coup, ton perso préf? Il y avait bien Ratatosk, mais bon après j'ai une énorme faiblesse. J'aime Loki. Y a rien à faire. Et j'ai beaucoup aimé sa façon dont il a dont il a choisi de le montrer, Loki, en fait, quoi, en fait. Enfin, pas que le personnage sournois et méchant, mais aussi ce personnage qui a beaucoup souffert, en fait, c'est d'être comparé à ses frères et qui finalement se rend compte trop tard que bah, peut-être que s'ils étaient tous mis autour d'une table et qu'ils avaient un peu plus discuté au lieu de vouloir s'entretuer les uns les autres, ça aurait été plus efficace. Bah, ces dieux enfin, ont des failles, en fait. Sont pleins de faiblesses, c'est assez beau. Ah oui, tout à fait. Oui. Ils sont Tout à brisés fait. tous, Oui, ils vont à leur tous très manière. très mal, hein, effectivement. Mmh. J'ai toujours trouvé ça très drôle sur la mythologie nordique que les dieux puissent autant mourir, moi, pour le coup. Ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours pas mal marqué. Et bon, là, vraiment encore plus, là, là vraiment, enfin, on enchaîne quand même pas mal les drames, les morts, les trucs comme ça. Et en fait, ouais, ça m'a vraiment rappelé que ouais, la mythologie nordique, ces dieux-là meurent en pagaille, en fait, tout le temps, quoi. Enfin, Ouais, tout le et temps. puis ils Souvent. décrépissent aussi. Ils mangent les Oui. pommes, mais ça Mm, ralentit mm. la vieillesse, ça l'arrête pas. Ah ouais, ouais, vraiment. Oui, et puis, Voilà, et mais tu donc bon, sens moi, que. Loki, Non, mais moi aussi, je l'aime bien, Loki. Puis Loki, pour le coup, je peux pas m'empêcher de ne pas voir Tom Hiddleston quand je pense à lui. Mais Et Jean-Laurent Del Socorro non plus, hein, c'est ce qu'il dit, hein, dans son livre. ça, dans la préface, il est comme nous, il en le fait. dit, il est comme nous, lui aussi, il aime Tom Hiddleston, c'est bon. Il a clairement Ah bah, pris ce Loki-là comme modèle. moi, c'était clairement C'est l'image clair. que j'avais quand je visualisais Loki, Ah hein. bah, complètement. Hein. Il aurait pu décrire Loki de n'importe quelle façon, c'était le Loki Tom Hiddleston que j'avais en tête, hein. Ouais. C'est très marrant, comme je pense qu'il restera vraiment comme, enfin, il reste comme image vraiment qu'on a, alors que pour le coup, Thor, Odin, machin, enfin, si t'as envie, tu peux les imaginer comme dans les Marvel, enfin, y a pas de souci, hein, mais c'est pas vraiment, enfin, ils sont enfin, tu peux les changer par une autre personne, alors que là, c'était Tom Hiddleston, quoi. Ouais. Tu vois, c'est compliqué de voir une autre personne que lui. Oh zut. Dommage. Et toi, t'avais un autre personnage préféré? Bah, j'aime beaucoup les 2 que vous avez cités, et on va dire que j'aimais beaucoup, outre la phase de colère, Jorun, parce que, j'ai beaucoup aimé la démarche de, je vais aller, voir, la femme que j'aime pour lui dire au revoir et non pas juste pour la ramener. Mm. En fait, elle a déjà fait un tel Oui. travail sur elle par rapport au deuil, et puis je elle est elle est vraiment profonde, et c'est celle qui évolue, enfin qui évolue le plus dans, géographiquement parlant, je veux dire. C'est celle qui nous fait voir le plus de choses, et pour ça, je pense que je l'ai aimée. Alors moi, si j'ai un petit point noir par rapport à Jorun, Mmh. alors pas par rapport au personnage en lui-même, au caractère du personnage, mais c'est que Jorun, elle est aveugle, et j'ai trouvé que Ouais. on ne se servait que très peu ou très partiellement de ça. En fait, globalement, t'as un côté un peu oh ta gueule c'est magique. Dès qu'elle a vraiment besoin de voir des Mmh. choses, elle a Oui. sa double vue qui s'active. Et en fait, tout récemment, j'ai relu l'article de Drozo qui sur le blog de la garde de nuit, donc qui avait longuement parlé du traitement du handicap dans les fictions.
justement s'émouvant du fait que c'était bien gentil de mettre des personnages handicapés, mais que si c'était pour que le handicap ne soit jamais un frein au moment au moment du récit où on a besoin, parce que t'as un membre qui marche pas, mais bon, pouf, pouf, par magie, tu vas avoir une fausse main qui apparaît, pouf, une seconde vue. Bah du coup, ça amoindrit de suite l'introduction du handicap. Et j'ai trouvé que là, pour le coup, avec Jorun, bah, on était, je pense qu'il y aurait peut-être pu y avoir un peu plus de sensitivity reading autour du personnage pour mieux intégrer sa cécité et qu'on ressente plus le fait qu'elle est quand même limitée par cette cécité. En fait, tu le sens au début et dès l'instant où tu es côté Asgard, tu l'as plus, quoi. Mais même au début, tu l'as un petit peu. Au tout début, quand tu la vois avec Hervor, etc. Mais même, tu vois, genre dans la bataille, elle voit la bataille quand même. Les Valkyries. Pardon. Les Valkyries. Les Valkyries, ouais, elle voit les Valkyries et elle voit Oui. Freya. Mais du coup, elle voit aussi un peu les guerriers. Quand elle fait tout son périple là en Irlande, alors certes, elle est pas censée voir, mais enfin bon, tu sens qu'elle est pas spécialement gênée non plus par la chose, quoi. Alors que bon, Oui. tu t'as envie de te dire que traverser la moitié de l'Irlande avec une canne blanche, bon. Se faire la chaussée des géants avec une canne blanche, c'est pas forcément ultra pratique, quoi. Donc, enfin, il y a, voilà. Du coup, je pense, enfin, pour moi, c'était, c'est ça. À chaque fois, du coup, je me disais, ah, ça, c'est dommage parce que ça aurait pu être un peu plus, un peu moins gimmick et un peu plus utilisé à bon escient cette cécité et je trouvais ça un peu dommage. Mais là où c'était, dites-moi si je me trompe et si c'est mon cerveau qui a mélangé. À un moment donné, c'est évident que ça va se passer comme ça. Mimir, la tête du géant, réclame 2 yeux. Du coup, bah, Jorun donne les siens vu qu'elle est aveugle. Moi, je pensais qu'elle aurait plus son don, du coup, de deuxième vue, mais on est d'accord qu'elle l'a quand même. Oui, elle le garde, ouais. Bah Donc, oui. pour moi, c'est un faux Là encore, sacrifice, en fait. Bah oui, oui. Ah oui, là vraiment, je n'ai pas compris l'histoire des yeux. Parce que quand il demande des yeux et qu'elle elle est volontaire pour le donner, je fais ouais, bah, c'est malin, mais bon, désolé, mais ils te servent à rien déjà, quoi. Donc bon. C'est ça, c'est pour ça que je pensais que la deuxième vue serait supprimée Oui. aussi. Bah oui, oui. Je suis d'accord, je pensais suis que d'accord du aussi, coup ouais. elle aurait plu et en fait elle continue à l'avoir par la suite. Et tu vois, juste avant cette scène-là, je suis elle se assez bat, d'accord quoi. que- Enfin, Ouais. Oui. Et vraiment pour le coup, je suis assez d'accord que même quand elle n'utilise pas sa double vue, de toute manière, elle n'est que très peu handicapée par cet handicap, quoi. Enfin, elle vit sa vie, voilà. Alors t'as 2-3 petits passages où elle dit que elle sent qu'il y a une marque, qu'il faut qu'elle fasse un grand pas ou un truc comme ça. Mais enfin bon, ça a l'air de vraiment être problématique pour elle. Après, il y a Ratatos qui lui sert un petit peu de guide, voilà. Mais même dans ce cas-là, c'est plus de la description qu'il lui fait de ce qui se passe autour que de même juste, enfin rien que pour marcher en fait quoi. Enfin, ça c'est quand même assez compliqué quand on voit pas, il me semble. Ouais. Oui, ne serait-ce que juste avoir des tout petits obstacles à tes pieds, normalement, en vrai, ça te pose des difficultés normalement. Effectivement, non, ça, pour moi, c'est un peu le point noir de Jorun, du coup, c'est que c'est un élément narratif qui, si tu l'introduis, faut quand même l'introduire avec un peu plus de sens. Mais ce qui n'empêche, après, le personnage en lui-même, son caractère était hyper agréable, parce qu'en fait, c'est un personnage vraiment sage, quoi. Elle a une sagesse absolue, quoi. Ouais, c'est clair. Et j'ai aussi énormément aimé Yarn Saxa.
Pareil, elle a aussi un rôle de vrai sage. Et il y a un moment où il y a un Saxa, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle. Enfin, elle est trop forte. C'est un moment où juste, voilà, elle a pas l'air bien du tout, Jorun. Bon, le plus simple, c'est que je lui demande, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je l'aider? peux faire pour elle? Et ça, enfin, vraiment, cette phrase, je me dis, oui, voilà. Elle a tout compris, Yarn Saxa. C'est clair. C'est vrai que des fois, ça peut être compliqué des fois de faire face à une personne qui vit un deuil et que tu ne sais pas comment réagir. Bah, tout simplement, demande-lui ce que tu peux faire, ce que tu... Voilà, quoi. Vraiment, c'est... Je pense dans la vie en général, quand tu vois que tu as quelqu'un qui est en train Oui, d'en de toute chier, manière, dans la vie en général. qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas quoi faire, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Oui. Bien sûr. Mais oui, non, j'ai trouvé que c'était un très chouette personnage et c'est pareil, sa quête pour Thor, j'ai trouvé ça super touchant en fait. Ça, je me suis un peu dit, enfin, ça a aussi un côté très métaphore de la maladie globalement. Oui. On a quelqu'un qui a une maladie incurable et comment on arrive à accepter la mort qui arrive. Et au final, Thor, lui, il l'a déjà accepté. Mais toute cette histoire, c'est pour que elle accepte et fasse et commence son deuil déjà, quoi. Et je trouvais ça vraiment très très joliment mis en scène. J'ai beaucoup aimé aussi ses parents à Yarn Saxa, les deux, qui sont très différents l'un de l'autre, que ce soit sa mère ou son père. Enfin, c'est absolument pas les mêmes, mais en fait, je les ai bien aimés dans leur rapport à leur fille et en fait, le fait qu'ils lui fassent entièrement confiance, qu'ils prennent pas sa quête pour un caprice, tu vois, quelque chose comme ça de quelqu'un, enfin, qui lui disent pas oui, bien sûr, tu fais ça, voilà. Mais t'as aucune chance, tu vas rater, pourquoi est-ce que tu fais ça? Non, de suite, enfin, ils lui disent: «OK, si quelqu'un peut le faire, c'est toi, tu peux y arriver, il y a pas de problème, quoi». Et j'ai trouvé ça assez chouette, en fait, d'avoir des parents qui faisaient autant confiance à leur enfant, en fait, et c'était plutôt sympa. Sur ce rapport-là. Après, c'est 2 personnages plutôt secondaires et qu'on connaît pas dans leur vie de tous les jours, donc si ça se trouve, ils sont beaucoup moins sympathiques. Mais là, sur leur rapport avec leur fille, enfin, je trouvais que c'était beau, en fait, que tout simplement leur fille va leur dire: «Je me lance dans une quête pour sauver Thor» et que, ils leur disent: «Bah, OK, tu peux y arriver. Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. Vas-y, fonce, on a confiance en toi». Ouais, ils sont très soutenants. Mais ils sont droits dans leurs bottes aussi, hein. Ça a l'air d'être... Parce que tu dis, on sait pas grand-chose sur eux, je suis d'accord, mais tu as l'impression que c'est quand même des personnes très franches, très droites, très loyales, et qui font leur petite vie, quoi. Oui, et au final, c'est un peu eux, et c'est un peu toute cette petite clique de héros, les vrais héros du Ragnarok. C'est enfin, moi vraiment, j'ai trouvé que c'était très chouette finalement cette vision de la fin du monde et normalement le Ragnarok, c'est le moment où t'as tous les guerriers du Valhalla qui sortent et qui vont et qui vont taper sur des serpents et compagnie, quoi. Et là, en fait, les vrais héros, c'est pas les guerriers. Ceux qui vont réussir finalement à sauver l'arbre monde, c'est une fossoyeuse, c'est une barde aveugle, c'est ses parents Un petit écureuil. et un petit écureuil. Oui. Et ouais, je trouve que c'était chouette. J'ai bien aimé d'ailleurs que tu parles d'une fossoyeuse, que Yarn Saxa et nous-mêmes nous rendons compte de à quoi servait son boulot. Parce que je me suis posé la question pendant tout le truc, mais attends, elle enterre des gens, mais à quoi ça sert et pourquoi? Et je comprends pas, ils sont... pourtant, ils sont à Valais et ils sont en train de s'entraîner, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je ne comprends pas. J'ai bien aimé aussi cette petite révélation à la fin. Et puis je le fais, ça fait très, je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Oui. Oh, c'est comme la scène où Thor l'aide qui est jolie aussi, qui est sur le fait d'accepter qu'on te tende la main.
où elle fait ça toute seule, c'est quand même un gros boulot. Et elle se réveille un matin et Thor, il est en train de le faire et elle est pas très contente. Il dit moi aussi j'ai mis du temps à accepter la main qu'on me tende, qu'on m'a tendue et puis elle lui prend sa pelle en disant il y en a une autre là-bas parce que ok elle accepte l'aide mais quand même elle est un peu ronchon là-dessus. Celle-là, c'est la mienne. Celle-là c'est la mienne. Je comprends ce que tu es en train de dire mais ça me plaît pas trop donc tu vas bouger ton cul. Ok, tu peux faire la cuisine, mais par contre, tu me laisses mes instruments, mes ustensiles à moi. Hein. Ouais. C'est mes couteaux. C'est clair. Donc ouais, c'était aussi joli ça, laisse les autres t'aider. Ouais. T'es pas obligé de tout porter toute seule. Il y a trop de jolies thématiques dans ce livre en fait. Mais oui, voilà, en fait, Mais c'est oui. ça, quoi. C'est tout beau et ça passe bien. En plus, ça a pas l'air forcé. Enfin, c'est quelque chose d'assez fluide, quoi. Ah ouais, c'est très simple. Hein, merci beaucoup pour le e-book à l'éditeur. Mais je vais l'acheter aux Imaginales et je vais le faire dédicacer. Et d'ailleurs, merci aussi pour la version papier à l'éditeur. Oui, tout à fait. Et merci aussi à Jean-Laurent Del Socorro qui a demandé à son éditeur de nous faire envoyer. Oui. C'était quand même un grand plaisir de lecture. Ah oui, vraiment, vraiment, c'était très très beau. Ouais, c'est un petit bijou ce livre. Et il va bien avec Morgane Pendragon aussi, parce que, en fait, on a quand même aussi une grande thématique globale des mythologies et de l'apparition du christianisme qui phagocyte les autres. On avait déjà cette thématique avec Morgane Pendragon. Là, on a même des petits clins d'œil aussi, parce qu'il y a un moment où on voit Taliesin, qui après réapparaît, qui est aussi une figure de la mythologie celtique et arthurienne, souvent. Et donc, il y a quand même aussi des ponts entre les deux. Et je sais pas, tu sens l'affiliation et ça, les deux marchent bien ensemble. Bah, c'est son grand projet de triptyque en fait sur la mythologie européenne, les mythologies européennes. Ah, je savais pas. Je sais pas, c'est ce qui est écrit en bas. Ah, j'ai pas fait gaffe. Tout à C'est fait. écrit en bas, Le oui. C'est le triptyque de- deuxième volet du triptyque de Jean-Laurent Del Socorro sur les Voilà, c'est mythologies tout en bas, européennes. c'est tout en bas là. Ah, mais attends, comme moi je l'ai en liseuse, je l'ai pas ça. Oui, tu Ah dois bah pas voilà. l'avoir. Mais oui, je suis d'accord et puis je dis, enfin, je pense que c'est des périodes qui sont très très intéressantes. Alors, les thématiques et les personnages, tout est très très intéressant. Mais vraiment pour moi qui aime ces périodes de bascule, vraiment c'est un régal en fait. En fait, c'est ces bascules de civilisation d'une croyance vers un autre mode de croyance. Moi, je trouve ça passionnant, vraiment. Bah, Je du sais coup, pas qu'est-ce que. pourquoi. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, parce qu'en plus je suis même plus dans l'écran. Si, t'es au niveau du smiley. Qu'est-ce que t'as pensé du coup du Ragnarok et de ce que ça impliquait, ce que ça voulait dire, des as qui avaient déserté, toi qui aimes justement ces points de bascule. En fait, enfin pour moi c'était tout à fait ça pour le coup en fait. Tu passes d'un pour moi c'est un système de mythologie où en fait la déité, enfin l'être mythologique en fait n'existe que parce que les gens croient en lui. Et à partir du moment où en fait les gens arrêtent d'y croire ou croient en autre chose, ça disparaît, ça passe à l'étape suivante. Une étape suivante, voilà quoi. Et tu bascules sur autre chose. Et c'était un peu ça le Ragnarok finalement. Leur grande guerre, c'était finalement qu'ils allaient disparaître quoi. Et alors, que c'est inéluctable, hein, des fois ça n'arrive pas. Tu penses que ça va changer, puis finalement, bon non, finalement les choses restent les mêmes. Mais c'est un petit peu quand même quelque chose d'assez cyclique quoi. Et la fin en fait avec cette disparition, enfin qui passait à l'étape suivante. Alors pour le coup, Gimli, je ne connaissais absolument pas. Alors je me suis bien demandé qu'est-ce que c'était cet endroit où ils partaient tous. Voilà. Mais
Après, ce que je suis allée chercher sur Wikipédia, en fait, c'était l'endroit où partaient les gens vertueux après le Ragnarok. Donc, bon, c'était assez logique. C'était une bascule. Donc, ils partent et finalement, derrière, tu es remplacé par une autre civilisation, peut-être pas, c'est un grand mot, quoi, mais une autre croyance, un autre fondement, et puis qui plus tard sera remplacé par autre chose. C'est voilà. Moi, j'aime vraiment bien ce moment de bascule, en fait. C'est un moment où tu te dis, allez hop, là, on est en train de changer, les choses se terminent, on passe à autre chose, et où en fait certains essayent encore de s'accrocher à leur ancienne, enfin à leur croyance, voilà, mais où finalement bah, le monde avance à côté de ça, quoi. Oui, En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. moi aussi. C'était- Ouais, moi aussi, je l'ai Après, moi, je l'ai complètement interprété comme ça aussi. J'ai compris ouais. comme toi aussi. Et Bon. j'ai trouvé, Parce que j'ai je trouve trouvé que que tu c'était peux aussi en chouette. avoir une autre interprétation aussi, hein, c'est pas. Moi, justement, j'ai C'est trouvé, pas j'ai moi, trouvé quoi. chouette Qu'une- d'intermêler les deux, en fait, de faire de la fin du monde nordique, de ce fameux Ragnarok, bah, la fin la fin d'une civilisation au final. Euh, et, Mm, mm. euh, et j'ai trouvé que c'était joliment entremêlé. Et effectivement, c'est très symbolique, quoi. Et effectivement, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de Gimle, que ça m'a juste fait penser à Gimli, le nain. Et je me suis demandé s'il y avait un lien chez Tolkien, parce que pour le coup, Tolkien, lui, il s'y connaissait vraiment beaucoup en Mm. mythologie, donc possiblement, il y a un lien, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, on est d'accord, il y a un moment, il y a un clin d'œil au Seigneur des Anneaux dans le livre. Ah, l'histoire des anneaux? Les histoires des anneaux, ouais. Et pareil, Ouais, hein. Ah oui. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, j'ai fait, ouais, tiens, ça arrive. moi je me suis dit, tiens, Oui. il met un petit easter egg là pour se faire plaisir. Et je crois qu'il l'avait déjà fait dans Morgan Fandragon en plus. Ouais, Ah, je me souviens il me pas. semble aussi. J'arrive plus à me souvenir quand exactement, mais en effet, il y avait vraiment une bonne référence aussi. Je trouvais ça rigolo. Oui, Alors oui, maintenant, parce la que prochaine fois, ça il passe faut en bien. faire une autre de fer. Directement à la garde de nuit. Ou directement à la garde de nuit, effectivement. Encore mieux. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de la thématique un peu de l'oubli? L'oubli de soi. Enfin, moi, j'ai compris que chez dans le Valais, les guerriers s'oubliaient et qu'il y avait que Hervor qui se raccrochait encore un peu à son passé et que c'est ça qui la différenciait des autres. Et on parlait du Ragnarok et les As reviennent pas parce que Freya les embrasse. Les corbeaux disent ce n'est pas le baiser de Freya qui les a fait revenir, mais ton cri à la mort de Thor. Il leur a rappelé la douleur de perdre un être cher, car même cela, ils l'avaient oublié. Il y a vraiment une grosse thématique aussi sur l'oubli de soi, l'oubli de ce qu'on a ressenti, le fait d'être oublié par les autres. Si t'es oublié, si tu t'oublies toi-même, tu n'existes plus, mais si les autres ne se rappellent pas de toi, bah tu cesses d'exister. Au Oui, final, c'est une Ouais. deuxième mort. Bah, c'est un peu des exactement. fantômes, quoi. Et d'ailleurs, ils disparaissent petit à petit comme des fantômes. Ouais. Donc, effectivement, moi, je l'ai lié justement à la figure du fantôme. Globalement, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est des revenants, quoi. C'est des petit à petit, ils perdent leur lien au monde. Et donc, ils passent vraiment de l'autre côté, quoi. Ils n'existent plus du tout parce que eux oublient le monde et que le monde les oublie. Mm, Mm. Oui, finalement, c'est le fait que Jorun soit venu lui dire adieu qu'il a raccroché plus longtemps aussi, quoi. mm. Ouais. C'était beau. Mm. Ouais, non, c'était joli. Et moi, je pense que ma scène préférée, c'est la scène où Hervor et Odin parlent.
La scène Oui, dans le bois. dans le bois où où Mm. Odin se fait passer pour un mec lambda, un Mm. guerrier lambda, et qui demande à Hervor de lui raconter sa vie avec Jorun. Je trouve ça Ouais. tellement beau. En fait, c'est le seul moment quasiment où on voit l'histoire de Jorun et Hervor du point de vue d'Hervor. À chaque fois, on voyait plutôt le point de vue de Jorun sur Hervor et on voyait jamais Jorun par les yeux d'Hervor. Donc je trouve que Mm. c'est un moment qui est vraiment super beau. Et en plus de ça, avec Odin qui est pareil, tu sens qu'il est complètement abîmé, ce pauvre Oui. vieux il, il s'en veut de ce qu'il a fait à Loki, il va pas bien du tout, mais il était Il s'en touchant. veut, mais moi ça m'a un petit peu amusé qu'en fait il soit finalement quand même assez bah, c'est peut-être un grand mot, mais quand même assez manipulateur aussi finalement dans le fond, et finalement presque, enfin plus de ce qu'on voit dans le livre en tout cas que Loki qui est censé quand même être le pire manipulateur de l'univers, et tu te dis mais en fait tu tires tout de ton père là. C'est clair. Mm. Mais c'est pas forcément un personnage très sympathique, hein, Odin. Non, pas très sympathique, mais en fait il me fait, voilà, un petit vieux qui va bientôt mourir et qui en fait un peu aigri, c'est peut-être pas un grand mot, mais bon, qui a essayé de faire quelque chose quand même, un petit peu. Mm. Mm. Ouais, mais enfin, il essaye, mais pas tant que ça, quoi. Enfin, il essaye clairement pas avec Thor Allez. et Non. puis pas foutu d'ouvrir la bouche, quoi. Bah, c'est celui qui a mal vécu son deuil, en fait. Ouais, c'est ça. C'est celui qui se remet pas de son deuil d'avoir perdu, non pas un, mais deux fils, parce Mm. qu'il a été obligé de condamner le Le deuxième. troisième. Mm. Oui, c'est vrai qu'il. Et c'est assez amusant, je crois que c'est Jorun qui se fait la réflexion, parce que justement, je me faisais exactement la même réflexion à ce moment-là, Mm. que il se pardonnait très très vite par contre. Il se fâche, il se repardonne, et ce machin. Enfin, à peine sorti de la grotte, je fais mais enfin déjà, enfin c'est pas, il s'est passé 12 secondes, vous étiez fâché à mort et Oui. maintenant vous vous repardonnez tout de suite. Et je me le disais moi-même. Hein. Je dis, ouais, ça va quand même un peu vite, c'est pas foufou quoi. Bah, Et Jorun justement se dit la même chose à ce moment-là. Et j'ai fait bah ouais. tiens, comme quoi on est quand même pas la seule quoi. Mais que visiblement bah c'est normal. Cette famille vit comme ça. Ça fait très allez, c'est Ouais. la fin, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Après que Odin ou Thor aient eu le temps de pardonner à Loki, parce que eux ont eu le temps de faire leur deuil sans souffrance physique, en pouvant parler à d'autres personnes, en pouvant faire leur petite vie, etc. Oui, c'est tout de suite plus facile de pardonner. Mais Loki, lui, effectivement, c'est dur de se dire je pardonne comme ça à mon père qui m'a torturé et abandonné, en fait. Mm. Ah, il y avait une scène qui était une phrase qui était belle là-dessus. C'était pas ah, je l'ai oublié, mais un truc comme quoi il avait appris à l'aimer un peu trop tard, ou je sais plus trop quoi. Je l'ai pas surligné celle-là. Il y avait un joli. Il y avait un truc sympa, oui, à un moment donné, qui disait que Loki le fourbe n'avait jamais connu l'amour, mais que lui, oui, enfin, c'était très joli aussi, que j'avais Oui. aussi surligné, et que je ne retrouve plus. D'abord, c'est vraiment le moment où on perd tous nos surlignages. Enfin, Mais oui, il y avait des jolis moments de Loki quand il fiance à son père, effectivement. oui. Je vois totalement le moment. Mais... Avec son père, avec son frère, ou même quand il revoit quand il revoit sa fille, c'est Oh Oh c'est oui. oui, aussi c'est pas beau mal, j'aime bien. aussi, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Je retrouve absolument pas ce passage-là, mais ouais, c'était très joli, ouais, que finalement en fait il séparait presque le Loki dieu, Oui. qui lui était Oui. le dieu de la courberie, des choses comme ça, du Loki fils, frère, père, voilà, et
juste en une petite phrase comme ça et j'avais trouvé ça, très joli et que du coup, franchement ça pour moi, en fait, ça peut expliquer beaucoup de choses sur ce personnage qui des fois, ouais, est quand même très, très fourbe et tout ce qu'on veut, mais qui finalement n'est pas totalement un monstre parce que c'est aussi ah, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est aussi un être humain. Bon, pas du tout Mm. puisque c'est un dieu, mais qui a aussi des sentiments et qui a aussi une famille et qui réagit par rapport aussi au vécu de sa famille, quoi. Mm. C'est ce troisième fils, en fait, quoi. Et oui, il a été jaloux de ses frères, oui, voilà, mais bon. Après, il se remet aussi vite, peut-être parce que justement, comme il est dieu, comme il est un dieu, physiquement, il se remet quand même sacrément vite, hein. Le type, il a été torturé pendant des centaines d'années, mais il a Mmh, plus une cicatrice au bout de 10 minutes. Donc bon, de suite, ça marche mieux. ouais, ça peut aider. Ouais, je l'ai. Ça y est. C'est quand Loki est en train. Non, mais il fallait que je la trouve. Quand Loki est en train de mourir, t'as déjà Loki qui demande à Hervor comment était son père. Et il lui répond: Moi, j'ai découvert le mien trop tard. Ça, c'est triste. C'est beau et c'est triste. Ton père aurait été fier de sa fille comme le mien l'était de moi, parce qu'il l'était, n'est-ce pas? Et un peu plus loin, il dit: Je me suis trompé, Hervor, j'ai connu l'amour moi aussi. Loki, le fratricide, haïssait peut-être son père et ses frères, mais moi, je les aimais. Voilà, c'est exactement Voilà. ça. Et il dit: Promets-moi d'honorer dignement la mémoire de Loki, fils d'Odin, frère de Baldr et de Thor. Voilà. C'est ce passage-là. Ouais. Mm. Ouais, non, c'était un beau passage, c'est vrai. Mais il y a tellement de beaux passages, en fait. Il est vraiment très très bien. Oui. Vraiment, c'est très bien écrit. Et alors, du coup, est-ce que vous avez une scène préférée? Pas tant que ça. Alors parce que mais c'est plutôt en fait tout ce cheminement qu'ils font, cette espèce de petite quête, enfin d'ensemble de petites quêtes Mm. qui mènent les Mm. uns derrière les autres en fait que moi j'ai trouvé plutôt sympa avec ce petit groupe qui en effet est fait de briques et de brocs, de personnages qui vraiment n'ont à peu près rien en commun et qui finalement étaient très cool. Et ça j'ai trouvé ça sympa, cette espèce d'enchaînement de quêtes, qui menait finalement, jusqu'à à sa solution pour sauver Thor, voilà, enfin, même si, à l'arrivée, il n'empêche que ces 8 pas de plus qu'elle, 9 pas qu'elle lui a sauvés lui a permis de lui dire adieu correctement et donc en Oui. effet, c'était pas pour rien, quoi, voilà, Et oui. c'était Mm. Bah, en fait, j'ai pas de scène préférée, j'ai des passages que je trouve magnifiques, comme justement quand elle arrive à voir Thor et où ils disent: Bah, tu pourrais me porter, mais enfin, ça servirait à quoi en fait? mmh, Mm. Ça fait très justement, toi qui parlais, Nympha, de longue maladie contre laquelle tu combats, arrêtez de vous acharner, laissez-moi Ouais. partir. Oui, mais c'est ça, oui. Mais pour moi, vraiment, le oui, combat de Yarn Saksa, c'est ça, hein. Ouais, C'est vraiment une métaphore des maladies, longue. des longues maladies, ouais. Mm. Ouais. Et du coup, c'est aussi intéressant d'avoir ces deux points de vue parce que du coup, on a quelqu'un Mm. qui va avoir euh, un- une période très très longue avant une mort inéluctable et qui doit se faire à l'idée que la mort est inéluctable et l'accepter. Et en miroir, on a quelqu'un qui a eu une mort qui était instantanée et qui du coup doit se faire à l'idée que la mort est venue, quoi. Et donc a besoin de faire ses adieux. Alors que Ouais. la première, il faut qu'elle se mette en condition, mais elle les aura, ses adieux. Enfin, on est, Mm. on est vraiment dans deux situations qui se répondent et je trouve que c'est intelligent d'avoir mis les deux en miroir. Et d'avoir du coup aussi les deux personnes qui meurent aussi en miroir. Ouais. Mm. mmh mh.
Oui, mais cette importance finalement de pouvoir faire ses adieux avant la mort, quoi. C'est Mm. finalement important Mm. pour tout le monde. Et il y a une phrase aussi que j'ai trouvée magnifique qui était le fait que en fait ce serait tellement plus facile d'être celle qui est morte, mais que du coup tu ne souhaites pas pour la personne que tu aimais non plus. Ouais. Enfin, que tu voudrais échanger les places, mais qu'en fait en échangeant les places tu leur souhaites tellement de douleur que tu ne le veux pas en même temps. Enfin, c'était nettement mieux tourné dans le livre. C'était Oui. très très beau. Mais ouais, non, il y a un nombre de phrases sur le deuil qui sont bouleversantes. Hein, Sur le deuil et puis sur ses liens familiaux aussi, Ouais. enfin, il y a vraiment beaucoup de jolies choses à en Ouais. tirer. Vraiment, Ouais, c'est très beau. J'ai envie de le relire. En fait, j'ai envie de relire des passages, en fait, C'est ça. des belles, Ouais. des jolies belles choses. Ouais, c'est un Voilà. joli livre. C'est beau. Et du coup, je me demande peut-être que ça va être son 3e livre sur les mythologies européennes. Ben oui. Peut-être des gossips grecs. Oui, du coup, ce serait logique. Voilà. C'est la 3e grande mythologie, ouais. Je sais pas. Parce qu'il a déjà fait le celte, du coup. Je sais pas. Oui, ça pourrait tout à fait. Et, ça serait très fun si ça part en gossip. Avec Jean-Laurent Del Socorro, je pense que ce sera beaucoup plus sensible que juste du gossip. Il y a des chances. Il y a des chances. Et puis, il y a quand même, enfin, la mythologie grecque a quand même de bons passages tragiques aussi, si on en a envie, quoi. Il y a pas de. Ça c'est sûr. Ah bah, Ouais. le deuil, tu peux Voilà. l'explorer, oui, chez eux aussi. Exactement, Ouais. voilà. Tu peux y aller, oui. Mais après, c'est limite tellement plus connu que faut. Oui, Je parce pense que que là, c'est j'ai quand plutôt même beaucoup casse-gueule. appris sur certains, enfin, sur certaines mythologies, enfin, sur certains pans de la mythologie que je connaissais absolument pas, là, pour le coup. J'ai beaucoup appris. Pareil. Il y avait vraiment énormément de choses. Moi, sorti de Thor, Odin, Loki, bon, voilà, quoi. Les autres, youps, qui êtes-vous, quoi? Elle, je connaissais, mais grâce à un ami qui avait participé à un concours de nouvelles et qui avait écrit une nouvelle sur le royaume de Elle, justement, et le Ragnarok. Et elle était très très chouette. Tu connais Nympha, Sébastien Daniello. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ça, a priori. Franchement, elle est très très cool, cette nouvelle, si jamais tu veux lui demander. Ça marche. Il m'avait demandé de la lire en mode bêta lecture avant de l'envoyer en concours et j'avais trouvé ça très sympa. Je lui demanderai à l'occasion. Mais c'est vrai que, ouais, pareil, on a déjà établi en début d'émission que la mythologie nordique, j'y connaissais pas grand-chose à part mes visions de pop culture qui m'avaient jamais donné envie de la lire. Mais justement, il prend... il y a un joli pied de nez aux côtés. Ce que tu disais au début, banquet, Valhalla et guerrier qui se bourre la gueule et qui est roi. Ouais, mais là, c'est pareil, c'est un Il y a bon un contre-pied. Saxa, en fait, vous en parliez au tout début. Il y avait une Saxa dans la série Ragnarok, et en fait, c'était censé être. C'était un peu son pendant. Voilà. Ah d'accord, mais oui, mais attends, mais elle était trop bien. Alors j'ai jamais fini cette série parce que j'ai oublié qu'elle existait au bout d'un moment. Du coup, ce livre m'a rappelé que j'avais envie de regarder la fin de cette série. Elle était très très bien. C'était Thor. Ouais, c'est drôle. C'est plein d'acteurs que j'aime beaucoup, d'acteurs norvégiens que j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Attendez, elle est vraiment bien cette série ou vraiment c'est très teen. Hein. En fait, c'est Thor au lycée. Mais dans un lycée norvégien, parce que du coup c'est norvégien comme série. Donc c'est Thor. En fait, c'est un mec qui découvre qu'il est la réincarnation de Thor.
Et pareil, tout autour de lui, il y a la réincarnation de Loki, la réincarnation de Ouais. Freya, etc. Et donc, et il est élève au lycée de sa petite ville de Norvège, là. Et alors, c'était très joli parce que du coup, c'est en Norvège et donc du coup, les paysages Oui. sont très très Ouais, beaux. c'est très beau. Euh, Et il y a pas mal, ils en profitent pas mal pour parler un petit peu ceci de changement climatique, d'écologie, Ah des ouais. choses comme ça. ouais, Ouais. ouais. Après, c'est très cliché, c'est très teen, voilà. Leur Loki, par contre, est excellent, pour le coup, Leur vraiment Loki est un excellent. très très bon acteur, ouais. Ouais. Ouais, leur Ah Loki oui, était très cool. vraiment, le personnage de l'acteur est, pour le coup, assez fabuleux. Bon, bah, le jour où je récupère du temps autrement que pour lire, je me la note. C'était Ragnarok Et sur donc, il y a bien, Netflix. il y a une Saxa aussi, et en fait, Ah c'est une ouais. famille de géants dans le coin, et c'est donc elle. Bon, qui n'a absolument rien à voir, à part leur prénom. Et le fait que ce soit des géants. D'accord. Mm. Mais oui, non, elle est cool. Mais bon, ça ne vaut pas Ratatosk, hein. Ratatos le plus choupi. Oui. J'ai eu envie de me balader avec un écureuil sur l'épaule pendant. Il y a un Pokémon, je crois, qui s'appelle Rattata. Oui, il est dégueulasse. Ou peut-être pas, et c'était peut-être que dans ma tête, mais j'avais la vision d'un petit Si, Pokémon. si. Non, non, Si, c'est un petit rat. il y a Ratata Oui, et c'est l'évolution qui est Rattata, en dégueulasse, fait. c'est Ratatosk. Moi, j'avais le petit Rattata, plutôt, ouais. Et ça me faisait beaucoup rire, parce que je voyais bien le petit Pokémon qui se promenait. Bon, en fait, ça n'a absolument rien à voir, c'est un écureuil. Mais bon, voilà. C'est pas grave, j'ai trouvé ça mignon. Mais il était trop choupi. Oui. Oui, vraiment adorable. Mais vraiment, enfin, moi j'y reviens, j'ai vraiment aimé le fait que ça soit pas juste un petit animal mignon non plus, quoi. Voilà, il y avait vraiment aussi sa vie, son importance. C'était chouette. Enfin, vraiment, tous les personnages étaient quand même vraiment chouettes. Oui, puis en plus, c'est genre Enfin, le personnage qui peut très vite t'irriter parce que le genre, il est tout le temps, ouais. tout le temps enthousiaste et tout le temps mignon. En vrai, ça peut vite devenir très irritant, ce genre de truc. Et là, pas du tout. Là, vraiment, juste, il est trop mignon et t'as envie que tout le monde le protège parce que vraiment, il est tout. Exactement. Et quand Et le gros méchant à la fin, il dit qu'il a envie de le planter sur son épée, je fais non mais oh, non mais quelle idée absolument touchez pas pas, un poil de Ratatosk. tu ne touches pas à Ratatosk. On a Là, dit je suis pas tout à les fait contre animaux. toi. D'ailleurs, j'ai pas Tu du tout peux cramer aimé. tout le pays si t'as envie, c'est pas grave, mais tu touches pas à Ratatosk. J'ai pas du tout aimé qu'on tue des loups d'ailleurs, hein. Je tiens à le dire. Même si c'était des loups méchants, il y a un moment, il y a des loups méchants et j'ai pas aimé. Et le serpent? Mais alors les serpents ne rentrent pas Ah, tout à fait dans ah. mon spectre, mais Donc tu fais de la je discrimination fais de la animale. discrimination animale. Ouais. Les Super. serpents et les araignées ne rentrent pas tout à fait dans dans mon panthéon. Alors, Tu as des chouchous, c'est moche. C'est mal, je suis. c'est mal, je sais. On m'envoie une correction Pokémon. Je suis obligée de la faire. Donc nous avons Vas-y, Ratata. vas-y. Et après, c'est pas Ratatosk, c'est Ratatac. Et il ressemble à ça. Ah Attendez. Oh, ouais. il est mignon quand même. Oh, il est un peu chou Mais quand non, c'est même. dégueulasse. Arrêtez, il est Oh non, il est dégueulasse. mignon. Arrête avec ses grandes dents là, il est très drôle. Mais oui, c'est... Mais du coup, il En fait, il s'appelle fait pas un peu écureuil Ratatosk. pour le coup. Non, c'est Non, Ratatac. non, il s'appelle Ratata oui, il puis s'appelait pas Ratatac. Ratatask, mais j'avais cette idée de ratatatata qui me faisait penser. Voilà. C'était totalement ridicule. Donc, c'est bon, le Pokédex va bien. C'est parfait. Non, c'est important. Voilà, sauvé. Il faut pas faire de fake news sur les Pokémon, hein. Bah non. Exactement. Premier sur l'info. Bon, est-ce que si on dévie autant, c'est qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire? Je crois, hein. Ouais, je pense quand même. Mais du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus, ouais. Ouais. Oui. Bon, et je note, il faut qu'on se fasse un document partagé des jolies citations, là, parce que Ouais, bah, elles sont belles, hein. il y en a trop plein, elles sont trop belles.
Oui, il y en a beaucoup et il faut absolument que je les ressorte toutes. Mm. Ouais, non, il est vraiment très, très, très bien écrit, ce livre. Il n'y a pas à dire. Mais je pense Ouais. que vraiment, c'est celui, en termes de plumes, c'est celui que j'ai trouvé le plus abouti. Parce que je commence à avoir lu à peu près tout Jean-Laurent Del Socorro, donc je peux comparer. Et vraiment, je me rappelle pas d'aussi belles phrases intrinsèquement. Je Ouais. pense que j'avais préféré Royaume de vent et de colère, qui reste quand même toujours mon chouchou absolu. Pareil. Mais après, c'est une question de goût, de couleur, de personnages qui te touchent plus ou moins. Pareil, je pense que j'ai préféré Morgane Pendragon, mais parce que j'ai plus d'appétence pour pour la geste arthurienne que pour la mythologie nordique. Donc, mais c'est Je te rejoins pour l'histoire, mais pour la plume et pour mais ce la que ça m'a plume, fait ouais. ressentir et ce que ça m'a fait ressentir aussi. Ouais. C'est celui-là. Ouais, non, mais clairement, il est Parce que merveilleusement bien écrit. je pense que c'est plus facile. Je dis ça, hein, attention. Je pense que c'est plus facile d'écrire une histoire qui te happe et que tu trouves intéressante, mais que c'est beaucoup plus dur d'écrire une histoire qui te touche. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord. Et là, vraiment, c'est très touchant. Ouais. Mais en étant vraiment optimiste. Enfin, vraiment, voilà. Oui, ça, Bref. c'est pas du tout pathos. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà redit, voilà. Mais, Ouais. Non, mais je pense que si jamais vous nous avez suivis jusque-là et que vous n'avez pas lu ce livre, vous aurez compris que il mérite d'être lu et qu'il est vraiment très bien. Tout à fait. C'est encore une victoire pour Jean-Laurent Del Socorro. Tout à fait. Nous n'avons pas encore trouvé un livre en manuscrit de Maître Raymond de lui qu'on n'aime pas. Non, et enfin, moi je trouve que vraiment, enfin, des points négatifs qu'on y voit, qu'on a tout à fait le droit de voir, Oui. enfin, finalement, sont des choses plutôt auxquelles t'accroches ou t'accroches pas, et puis voilà, quoi, c'est. Ça t'empêche voilà. pas d'apprécier le livre, en fait. C'est ça. Exactement, voilà. C'est ça. Et c'est pas parce que les personnages sont problématiques ou parce que c'est horriblement mal écrit avec des fautes à toutes ces pages qui sont des trucs un petit peu universels que tout le monde n'aime pas. Voilà. Ça, Bon, mais je pense que sur ces belles paroles, on peut conclure. Et alors, du coup, on se donne rendez-vous le 15 avec Secret History, qui n'aura globalement rien à voir, puisqu'on va parler Dark Academy aux États-Unis. Mais ça a l'air très très cool aussi, et c'est un classique de la littérature américaine, donc c'est forcément bien. Donc, Secret History le 15 mai. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous voir sur le forum de la garde de nuit, à mettre des petits commentaires mignons sur le replay de cette vidéo, à nous faire des coucous sur les réseaux sociaux. Sinon, à venir nous voir aux Imaginales. voilà, c'est ce que j'allais dire. On sera aux Imaginales le week-end du 22 mai. Et en plus, on donne plusieurs conférences. Donc, pendant tout le week-end, on sera là. Et vous pourrez venir nous voir sur notre stand pour parler du Trône de Fer, de House of the Dragon, mais aussi de toutes nos autres lectures. Donc, venez nous dire à quel point vous avez aimé les Amants du Ragnarok, vous aussi. On sera contents. Ça nous fera plaisir. Et vous pourrez aussi aller le dire à Jean-Laurent Del Socorro, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, plutôt qu'aller de nous le dire à nous, allez plutôt en priorité le dire à Jean-Laurent Del Socorro. Ou à nous dans la queue pour le faire dédicacer. Voilà. Il y a des chances que vous nous trouviez là-bas. C'est ça. C'est ça. Surtout qu'on sera opérable avec nos hoodies, je pense. Ouais, c'est facile, c'est marqué dessus, c'est marqué la garde de nuit en grand dans notre dos. Exactement. Et en attendant, du coup, on se retrouve sur tous les réseaux de la garde de nuit, sur le Discord, sur le forum, partout. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt.